Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maître Thierry Delessal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire, vous êtes président de la commission des statistiques de la Chambre des notaires de Paris-Île-de-France, et avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché. Tout d'abord, votre dernière note de conjoncture indique 35 500 logements vendus en Île-de-France au premier trimestre 2014, c'est 3% de plus qu'à la même période en 2013. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça veut dire que le marché repart? C'est un chiffre un peu trompeur en réalité parce qu'il est comparé à un premier trimestre 2013 qui était très très faible. Donc évidemment, quand on compare à du très très faible, le moindre petit soubresaut fait qu'on est en plus. Et quand en réalité on compare sur l'année et au passé, on est encore dans des années creuses par rapport aux années avant la crise financière qui s'est traduite ensuite par une crise immobilière. On est à, ça dépend des secteurs, mais entre moins 15 et moins 25 en nombre de transactions. Donc un marché qui tourne toujours au ralenti. Toujours au ralenti. Qu'est-ce qui se vend le mieux en matière de transactions? Les petites surfaces sur Paris, l'Île-de-France, essentiellement? Je dirais que c'est les biens abordables. Quand on dit ça, on a tout dit, mais en fait, on a constaté récemment qu'il y avait deux marchés en Île-de-France. Il y avait les départements dits abordables, comme le 93, 94, l'Essonne, les Seine-et-Marne, où là, vous avez plus de transactions, plus de volume, et des secteurs qui sont un petit peu plus bloqués qu'ailleurs, que sont le 92 et le 78, qui sont des départements réputés plus chers. Voilà. Alors à Paris, c'est beaucoup plus flou parce que là, vous avez... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands appartements, quand ils se vendent pas bien parce qu'aujourd'hui, encore, les vendeurs demandent beaucoup plus que leur valeur. Et donc aujourd'hui, les acquéreurs refusent de payer les mètres carrés. Vous savez, quand vous avez un appartement de 150 ou 200 mètres carrés, vous avez pas mal de surface perdue. Et ça, les acquéreurs ne veulent plus payer ces surfaces perdues au prix du mètre carré. Donc il y a toujours des biens surcotés, en fait, selon vous, qui restent quand même sur le marché. Oui, ce qui explique peut-être un peu cette impression de baisse de prix plus forte que dans nos chiffres. Parce que forcément, les vendeurs sont encore un peu irréalistes. Ils n'attaquent pas, et c'est normal, ils espèrent que les prix vont monter, comme ça a été le cas dans le passé, alors qu'en réalité, ces prix ils baissent petit à petit de 1, 2, 3%, ça dépend par an, ça dépend des coins. Donc voilà, depuis 3 ans, cette petite érosion des prix fait que, oui, il y a une vraie tendance à la baisse. Ça n'est pas une chute comme certains pourraient l'attendre. Pas d'effondrement. Pas d'effondrement, mais une correction. Alors c'est vrai que ça, plus l'inflation, fait que si ça dure 10 ans, on en arrivera à une baisse de moins 30 ou moins 40. Il ne faut pas oublier que aussi pendant 2 ans, les prix à Paris ont augmenté de 35%. Donc ils peuvent largement baisser. Alors où en est-on? Si on fait un focus à Paris, prix moyen? On est à 8 160, le prix moyen, et quand on regarde les prix des promesses de vente, on est toujours, il n'y a pas d'événement à s'attendre dans les 3 mois à venir. Avec de fortes disparités en fonction des quartiers. Oui, alors il y a, du coup, avec cette baisse, il y a un peu moins d'arrondissements qui sont au-dessus de la barre des 10 000 euros. Il n'y en a plus que 5 à Paris, au-dessus de 10 000 euros. Alors la forte disparité des quartiers a tendance à diminuer. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était encore avec une disparité de 1 à 3 en fonction des quartiers, alors qu'en réalité maintenant, on est plutôt de 1 à 2, entre la Goutte d'Or qui est le moins cher et le plus cher qui est l'Odéon. Qu'est-ce qui bloque selon vous le marché? Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est d'abord la confiance. Parce que ça dépend un petit peu. Vous savez, vous avez toute une typologie d'acquéreurs. Vous avez le primo-accédant, mais vous avez, ça c'est effectivement un certain nombre d'acquéreurs. Ça doit être en fonction des régions du 20 à 30% des acquéreurs. Mais vous avez tous les autres. Et tous les autres, c'est quoi? C'est des acquéreurs qui veulent d'abord vendre pour acheter. Et là, on est plus, je dirais, dans la vente de un peu de confort. C'est je vais m'agrandir ou je vais me diminuer. Enfin, je vais peut-être par rapport à ma famille ou à ma situation mettre mon appartement ou ma maison plus en adéquation avec mes besoins. Et ça, ce sont des transactions qui ne se font plus aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans la transaction de confort aujourd'hui. Alors, c'est vrai je disais qu'il y avait le carburant qui est le taux d'intérêt, qui n'a jamais été aussi bas encore la semaine dernière. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est pas, si vous voulez, ce n'est pas le taux d'intérêt qui va
faire que l'acquéreur va se décider à acheter. Ce n'est pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est évidemment un changement dans sa vie professionnelle ou dans sa vie familiale, mais le retour à la confiance, surtout. Et là, la confiance, elle n'est pas encore là. Et avec la nouvelle loi Allure, notamment, qui prévoit l'encadrement des loyers, est-ce que la donne sur le marché va changer? Est-ce que cela va entraîner, selon vous, une baisse des prix? Baisse des prix, certainement pas immédiate en tout cas. Parce que, en tout cas en Île-de-France, il y a une telle demande de logement que ça n'aura pas d'influence immédiate. On a calculé que depuis 15 ans, il s'était construit environ 500 000 logements en Île-de-France. 500 000 logements sur un parc de 5 millions de logements, ce qui correspond à une augmentation de 10% du parc. Et face à cela, vous avez une augmentation de la population de 17%. Alors si on compte en plus l'augmentation du nombre de ménages, c'est plutôt dans les 20%. Donc vous comprenez qu'avec une augmentation de 10% du parc comparé à 20% de l'augmentation de la demande, voilà, le marché est très tendu. Donc cette loi Allure, elle va par contre avoir un effet, et ça c'est depuis quelques temps, c'est la disparition des investisseurs. Donc il y a eu le 9 qui a fait la disparition de Cellier, remplacée par la loi Duflot, qui a fait venir quelques investisseurs, mais c'est plus du tout ça, c'est une inversion au contraire. C'est aujourd'hui, quand un promoteur vend un programme, avant c'était 3/4 des acquisitions, c'était des investisseurs et 1/4 les utilisateurs. Là, ça s'est complètement renversé, c'est 3/4 d'utilisateurs et 1/4 d'investisseurs. Ça, c'est dans le neuf. Et dans l'ancien, aujourd'hui, il n'y a plus du tout le phénomène de la pierre refuge. Vous savez qu'après la crise financière, pendant 2 ans, pourquoi les prix ont augmenté comme ça à Paris et en région parisienne? C'est parce que vous avez eu énormément de phénomènes de pierre refuge. Tous les investisseurs transféraient leur argent, de leur assurance vie ou autre, pour le mettre sur la pierre. Ça, ce phénomène est complètement terminé. Et puis surtout, avec une augmentation des prix comparé à une baisse des loyers, qui était déjà là depuis plusieurs années en région parisienne, qui va peut-être encore s'accentuer avec cette loi Allure. Aujourd'hui, la pierre, le rendement est vraiment diminué. Ce qui veut dire pour vous, pas de bulle potentielle ou d'explosion de bulles immobilières? Non, on est plutôt dans le scénario. Vous savez que Jacques Frigide, qui est ingénieur des ponts et chaussées, il avait émis plusieurs scénarios, mais celui-ci, pour le moment, est vérifié et peut-être le plus vraisemblable. C'est un dégonflement progressif de cette bulle qui se fait par la diminution des prix progressifs qu'on constate depuis 3 ans. D'accord. Pour terminer, Maître Delessal, dans un marché qui est un peu désorienté, on a besoin de conseils pratiques, de l'œil de l'expert. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre un bien immobilier? Alors, toujours avec cette loi Allure, aujourd'hui, il faut préparer sa transaction le plus en amont possible. C'est vrai que depuis le 27 mars, les transactions ont été retardées de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Les signatures de promesses. Pourquoi? Parce que cette loi a imposé aux vendeurs de remettre toute une série de documents en copropriété, de renseignements qu'il faut glaner par-ci, par-là, qu'il n'a pas encore en possession. Alors tout ça va se faire, pendant 1 an ou 2, les syndics s'équipent, les vendeurs vont avoir tous ces documents-là, mais pour le moment, on ne les a pas. Donc quand vous avez un bien à vendre, tout de suite, vous appelez votre notaire, vous lui demandez toute la liste des renseignements qu'il faut récupérer. Comme ça, le jour où vous avez votre acquéreur, vous signez la promesse dans la semaine. Parce que là, aujourd'hui, vous avez votre acquéreur, malheureusement, vous êtes obligé d'attendre 3 semaines, 1 mois. Et pendant ce temps-là, votre acquéreur peut s'en aller. Et quand on veut acheter? Quand on veut acheter aujourd'hui, il faut profiter des taux. Donc voilà, si vous êtes vraiment acquéreur, aujourd'hui, vous pouvez demander une négociation, ça dépend du bien, mais logiquement, pourquoi? Parce que comme je vous le disais, les vendeurs ne sont pas encore tout à fait réalistes et ils attaquent toujours le marché à 10 ou 15% de plus que le marché. Mais ça dépend des biens, parce que les biens qui bougent vite, comme le studio 2 pièces, 3 pièces, là, il y a un petit peu moins de négociation. Maître Delessal, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.